Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être là déjà. Et alors vous êtes donc écrivain, vous êtes journaliste scientifique et alors prêt pour le grand voyage surtout? Ah bien sûr. Bon, et ben on embarque, voilà, très bien. Alors, bon, On embarque qui d'autre? j'ai retiré ma collerette discrètement. Ça grattait un petit peu. Hein, et au niveau déguisement, il faut qu'on fasse un petit effort, je crois. Hein. Alors, en face de Philippe, il y a Thierry Legault, qui est également du genre à avoir un peu le nez en l'air, avec non seulement le nez, mais aussi la paire de lunettes, la lunette, le télescope et l'appareil photo. Bref, Thierry, c'est un astrophotographe. C'est bien ça? Tout à fait. Ça fait pas mal? Non, non, ça va. C'est un virus qui prend jaune, mais c'est pas dangereux. Donc en gros, votre truc à vous, c'est de photographier ce qui se passe un petit peu plus loin que sur la plage en vacances. Tout ce qu'il y a dans le ciel, la lune, le soleil, les planètes, tout. On va y revenir. Bon, et puis alors à vos côtés et parmi nous, dans l'équipage, ou plutôt dans la meute, hein, là on pourrait dire, nous accueillons Michael Branjon et son bonnet. Voilà, Michael, vous êtes fondateur de l'association Peuple Loup. Vous avez passé 2 ans tout de même, hein, 2 ans sur le territoire d'une meute dans le froid du Canada. Et alors donc merci d'être venu et d'être parmi nous, de retour à la civilisation. Jusque-là, ça va? Tout va bien? Tout va bien pour l'instant. Bon, Je vois restez qu'il y a encore quelques un peu. loups-garous, mais ça va, c'est pas trop agressif. D'accord, super. Oui, parce que la Lune a évidemment inspiré les histoires les plus fantastiques. Nous avons avec nous une véritable encyclopédie vivante de la science-fiction. Il est ici, il s'appelle Alain Pelosato, il est directeur de Science Fiction Magazine. Bonjour Alain. Bonjour. C'est sympa quand même comme entrée en boîtière. Ah, Hein. formidable. Ah, jamais on a dit autant de bien de moi. C'est vrai. formidable. Bon, bah, tant qu'on dit encore du bien de vous à la fin de l'émission, tout Ça va va, aller ça pour ira. le mieux. Merci d'être avec nous. Et c'est parti. Après un petit jingle, on aime bien notre jingle, on se retrouve en poil et en pyro. Alors, j'avais quand même une petite info. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Alors, qu'il y a? est-ce que tu savais que dans un télescope, parce que vous saviez aussi vous que dans un télescope, l'image des astres apparaît inversée, avec l'est à gauche, l'ouest à droite. Alors, en plus d'être dans la Lune, j'ai l'impression que nos invités vont être un petit peu, voilà, Tête en l'air? à l'envers. Non, en dans tout la cas. lune, tête en l'air et à l'envers. Bon, on va voir ça tout de suite avec Philippe de la Cotardière, qu'on a aperçu il y a quelques secondes, qui est un petit peu, voilà, aussi une encyclopédie de l'astronomie. Vous êtes écrivain, journaliste scientifique, et vous avez écrit, voilà, un Un petit pavé. un J'ai pas pavé. écrit tout seul. Voilà, pas tout seul, mais vous avez en tout cas participé à cet ouvrage modestement appelé le Larousse du ciel, rien que ça. Voilà, il y a Donc, 100 astronomes s'en qui va. y ont participé, ce qui représente à peu près 10% des astronomes français. Ah, tout de même. Bon, et alors vous êtes comment? Vous êtes sur l'estrade et avec la petite baguette Voilà, pour moi diriger, j'ai joué le chef d'orchestre. D'accord. Bon alors, aujourd'hui on est là pour parler de la Lune, mais c'est vrai que quand on a commencé à préparer l'émission, on s'est dit, bon alors la Lune finalement c'est quoi? C'est une lune, c'est une planète, c'est une étoile, une petite définition pour les Alors, incultes que nous sommes? La définition la plus simple, c'est le satellite naturel de la Terre. Parce qu'il n'y en a pas d'autre, satellite naturel de la Terre. Ça veut dire qu'elle tourne autour de la Terre. Bon, cela dit, la Lune, elle a un statut un peu spécial, parce que c'est un gros satellite. Par rapport à la Terre, elle a un diamètre qui fait 3400 et quelques kilomètres. Attendez, diamètre 3476 km, Philippe. Oui, ça c'est le diamètre moyen, parce qu'en fait Pardon. elle a une forme un petit peu aplatie, elle a un petit peu la forme d'un œuf avec la pointe de l'œuf qui s'éloigne de la Terre. C'est ça qui arrive quand on veut mettre une colle à un spécialiste. Voilà. Moi maintenant je me tais, je ne Alors- fais plus que rugir. Bon, c'est à peu près un tiers du diamètre de la Terre. Et sa masse, c'est à peu près 81 fois moins que celle de la Terre. Et ça, c'est un cas unique dans le système solaire. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas parler de la Terre sans parler de la Lune, d'autant plus que la Lune a eu certainement un rôle très important pour stabiliser la Terre. Et s'il n'y avait pas la Lune, nous ne serions peut-être pas là pour faire cette émission. Surtout moi. Parce que l'axe de la Terre aurait beaucoup varié dans le temps, et donc la vie n'aurait peut-être pas pu apparaître sur la Terre. Donc il faut remercier un petit peu, Voilà, un petit pour peu remercier la la Lune. Lune. C'est une Merci la chanson Lune. qu'on pourrait chanter pour remercier Madame la Lune, je ne sais pas. Claire de la Lune, on va se contenter de celle-ci. D'accord. Alors donc la Lune et la Terre forment ce qu'on appelle une planète double. Et il y a une catégorie de planètes qu'on appelle les planètes telluriques, c'est celle du type de la Terre. Alors en partant du Soleil, vous avez Mercure, Vénus, la Terre et puis Mars. Eh bien la Lune, elle se raccroche un petit peu à cette famille-là. Et donc étudier la Lune, c'est étudier aussi toute cette famille. Voilà. D'accord.
Bon, je propose de la voir un petit peu en image. Là-dessus, on a vu quelques photos de votre ouvrage. On a parlé il y a quelques minutes de la sonde européenne voilà, qui s'est écrasée sur la Lune. Mais alors, à quoi est-ce qu'elle servait cette sonde Alors, je propose de nous expliquer. En même temps, on va voir Oui, c'était une toute images. petite sonde, 200 kg, 1 mètre cube, avec des grands panneaux solaires de 14 mètres la voit, d'envergure. Et le but de cette sonde, c'était de tester, et c'était essentiellement de tester des technologies nouvelles, et notamment ce qu'on appelle la propulsion ionique, qui est un mode de propulsion électrique qui consomme très très peu de carburant. L'inconvénient, c'est que le voyage est très long. Hein. Elle est partie, elle a été lancée en 2003. Elle est arrivée près de la Lune beaucoup plus tard, 1 an après. Hein. Donc c'est très long. Hein. Alors que les astronautes d'Apollo, ils ont mis quelques jours. L'avantage, c'est qu'on a très peu de carburant. Et alors le but, eh bien, c'était de cartographier la Lune, de la photographier. Il y a une petite caméra miniature de 2,5 kg sur la sonde qui a pris 20 000 clichés de la Lune pour éventuellement photographier des sites d'atterrissage futurs d'autres sondes. Et puis aussi faire de l'étude minéralogique de la Lune. Parce que la composition de la Lune, elle n'est pas tout à fait la même que celle de la Terre. Et quand on connaîtra parfaitement la composition de la Lune, eh bien, on pourra avoir une idée claire de la façon dont la Lune s'est formée. Aujourd'hui, on a une petite idée, mais on n'est pas encore certain. Pourtant, c'est presque une voisine de la planète Terre. Oui, c'est l'objet du ciel qui est le mieux connu après la Terre. Ah là, vous reconnaissez, Oui. vous avez vu très Alors rapidement, ça, Cécile et moi-même. Ça, c'est beau, c'est les années 60. Là, faut qu'on pose une colle à vous qui nous regardez, hein, Pauline. Regardez, là, Laquelle est l'image. Cécile et laquelle est Pauline sur l'image. Voilà, écrivez-nous, le mail fera foi, hein. On écrit tout de suite, on rend sa copie, et pour ceux qui sauront dire si Pauline était à droite, alias Polo le Pierrot, ou Cécile à droite, eh bien, peu importe, il y aura des cadeaux. Vu la taille, je pense que... Bon. Si on y Philippe, était... mais je vous en prie. alors mais c'est quand quoi cette même, histoire Alors, on a présenté il y a quelques instants Thierry Legault qui est en face de vous, qui est dans la même édition que vous, puisque vous avez publié le Grand Atlas de la Lune, qui est juste là devant Michael, qui est un ouvrage magnifique, un petit peu plus fin, C'est la Lune qui nous parle. Voilà, c'est lui qui nous parle. Alors, je ne sais pas si on peut voir la couverture du Grand Atlas de la Lune, qui est ici, avec de magnifiques photos que vous avez prises toutes les nuits. J'imagine que vous avez dû guetter la Lune de nombreuses fois. Toutes les nuits claires, et quand la Lune était là, ça m'a pris à peu près 2 ans pour couvrir toutes les phases de la Lune. Alors, on voit la couverture juste derrière nous. Voilà. Je ne sais pas si on peut la voir en... Voilà, Cécile, voilà. On voit le Grand Atlas de la Lune. On va voir beaucoup de vos photos. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire de l'exploration de la Lune. Alors, je sais, là on est en 2006, il y a la sonde SMART, mais ça fait quelques temps que ça a commencé. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer des sondes sur la Lune, on a beaucoup rêvé au voyage vers la Lune. Et le premier récit d'un voyage vers la Lune, c'est bien avant Tintin. Bien avant Deuxième Tintin. siècle, Lucien de Samosate. Ah oui, d'accord. Un vaisseau qui est pris par une tempête et les vagues le soulèvent tellement loin qu'elle l'emmène jusqu'à la Lune. Voilà, c'est ça le premier récit d'un voyage vers la Lune. Et puis après, au XVIIe siècle, vous avez par exemple, il y a beaucoup de récits, on ne va pas tous les raconter, mais au XVIIe siècle, vous avez Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, il a existé avant la pièce de Rostand. Et il imagine 7 moyens pour aller vers la Lune, notamment La catapulte. un vaisseau qui est doté de feux successifs de salpêtre qu'on allume successivement. Et ça évoque un tout petit peu la fusée à étage. Attendez, c'est pas les Schtroumpfs, la salpêtre? Je suis un peu perdue, moi, là. C'est la salse pareil. Et moi, je La trouvais que c'était salse, Neil Armstrong, le premier à avoir mis Et les puis pieds sur alors la Lune. après, Je suis un petit peu après il déçue. y a Jules Verne, par Ouais. exemple. Hein. Alors, on va y revenir avec Alain un petit peu plus tard dans l'émission. On va voir un petit peu le panorama science-fiction autour de la Lune. Il y a Mais pas mal d'histoires à le raconter. voyage vers la Lune, il a fait rêver forcément parce qu'elle paraît tellement près, la Lune, on pensait qu'on allait pouvoir la décrocher facilement. Alors justement, est-ce que vous, Thierry, vous avez l'impression de l'avoir décroché avec votre appareil photo et votre télescope? Ah oui, comme l'a dit Philippe, c'est un astre merveilleux parce que c'est vraiment dans la banlieue de la Terre. Hein. Les astronautes ont mis 3 jours pour aller sur la Lune. Ils devraient mettre aujourd'hui 6 mois pour aller sur Mars. Donc autant dire que la Lune, c'est juste à côté. Et avec le moindre instrument d'amateur, on voit énormément de choses, beaucoup de cratères, des failles, des montagnes. Et puis ça change tout le temps. Paradoxalement, c'est un astre qui paraît mort et son relief ne change plus. Ouais, on mais parle avec toujours de les relief phases, lunaire, hein, pour dire voilà. que c'est un no man's land quelque part. Voilà, Froid il et n'y a pas pas très d'air, accueillant. il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de vie, bien sûr. On est sûr de ça? Oui. Thierry Pour ce qui est sur l'air, la question de l'air, la question de l'eau, il y a peut-être un petit peu de glace dans certaines régions
très particulière, mais ça reste à vérifier. Donc pas de vie intralunaire, ni ne serait-ce que sur Non. le paysage. Non, d'accord. Non, on peut dire que la Lune est un astre mort, on peut dire ça. Il a bien fait Il y de a eu un revenir. peu de vie à la fin des années 60, début des années 70, mais ils sont pas restés. Ils ne sont pas restés très longtemps, oui, effectivement. Mais on va peut-être y retourner. Hein. On va peut-être, un de ces quatre, Eh bien, partir, M. Bush a proposé, et la NASA donc suit cette idée que des hommes retournent sur la Lune en 2018. Et le vaisseau que vous avez peut-être vu dans la presse, puisqu'on commence à avoir des vues d'artistes du futur vaisseau lunaire, s'appellera Orion. Rien que ça. Voilà, donc le retour de l'homme sur la Lune, c'est pour entre 2015 et 2020. Ok, on va scruter ça de près. Alors revenons au grand atlas de la Lune. C'est des pavés chez Larousse, mais ils sont passionnants, je vous rassure. On s'est plongé dedans avec Cécile. Donc dans le grand atlas de la Lune, il y a plus de photos que de texte, mais ce sont Et des ça, c'est photos bien. assez. Non, c'est bien aussi d'avoir du texte. Oui, moi c'est- j'aime bien quand il y a les photos quand même. Voilà, Ça m'aide. Mais pour un atlas, c'est quand même bien qu'il y ait des photos. voilà, c'est quand même mieux. Et des cartes. Donc alors, l'ouvrage de Thierry, il commence avec un tout petit croissant, très fin, une virgule d'or, c'est écrit dans votre ouvrage. C'est la nouvelle lune, voilà, c'est la première lune du cycle lunaire. Alors c'est vrai que moi, en regardant ça, je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a une lune en croissant. Peut-être que chez vous, vous savez que vous ricanez de ma bêtise, mais on s'est quand même posé la question, et je voudrais savoir pourquoi est-ce que des fois on la voit en pleine, pourquoi des fois on la voit pas du tout, et pourquoi on la voit en tout petit croissant. C'est Toi, très Thierry. simple. La partie éclairée de la Lune, elle est éclairée par le Soleil. Et quand on en voit une partie éclairée, une partie sombre, ça veut dire qu'on voit le côté, un petit bout du côté qui est éclairé par le Soleil, un petit bout du côté qui est dans la nuit finalement. Parce Il y qu'en aura fait, des la habitants- Terre gêne le passage de la lumière, c'est bien ça? Non, pas Non, du tout. pas du tout. Pas du tout. Bien Zéro joué. la copie. Pas du tout. La Terre gêne le passage de la lumière quand c'est une éclipse de lune, comme ce soir. Peut-être Comme qu'on ce en parlera. Et oui, parce que ce soir, les poils vont pousser comme moi, c'est la pleine lune. C'était hier. Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui la C'est pleine aujourd'hui. lune? Ah, c'est aujourd'hui. Parce que Ah, j'ai- d'accord. Excuse-moi, j'ai bien senti que j'avais une touffe qui m'allait pousser. Forcément. Voilà, donc le croissant. C'est très simple. Si j'imagine que vous êtes le Soleil, voilà, la Lune, Tout de suite, les grands mots. la Lune est là, je suis un terrien. Quand la Lune est proche de vous dans le ciel, je n'en vois qu'un tout petit croissant éclairé. La majeure partie de ce que je vois, c'est dans l'ombre. C'est noir. Donc là, je vois un petit croissant. Par contre, quand elle est de l'autre côté, ici, vous l'éclairez. Vous éclairez en totalité cette face. D'accord. Et là, moi, je vois toute la face éclairée. C'est la pleine Lune. Si la Terre tourne si sur elle est- elle-même, ça on sait quand même. Hein. Voilà. Si elle est ici, à 90 degrés de vous, eh bien, je la vois en quartier. Je vois une moitié éclairée par le soleil et l'autre moitié dans la nuit. Oh, et la pleine lune, c'est quand? C'est ce soir. Oui, c'est ce soir, mais c'est... Eh bien, c'est quand on est alignés tous les trois, Lune, Terre et Pas Soleil. moi, je suis jamais dans le jeu. J'en ai marre. Tu fais pas toi le soleil, c'est moi le soleil aujourd'hui. Donc voilà, donc finalement c'est tout simple. À propos du croissant, est-ce que vous savez que la position du croissant dans le ciel, vous le représentez toujours vertical, vous? Mais Oui. est-ce que vous savez que quand vous vous déplacez vers l'équateur, par exemple, eh bien, vous ne le voyez plus dans la même position. Près de l'équateur, vous le voyez comme une barque. Oh. Et Comme c'est pour pour ça que Pierrot, la barque. sur les drapeaux de certains pays, vous bah avez oui. des croissants lunaires qui ne sont pas forcément verticaux. D'accord. Voilà. Bah, Pas écoutez, moi je savais pas tout ça. Bah, pour savoir plus en détail, donc avec l'Atlas, on découvre donc le premier jour, c'est la nouvelle lune. Le deuxième jour, on découvre un clair de terre sur la lune. Le quatrième jour, on commence à découvrir plus en détail les aspérités de la lune, et notamment, j'ai relevé la mer des crises. Voilà, donc on va peut-être demander l'explication de ce nom. Voilà, une tâche qui attire immanquablement le regard. Et puis alors, le 15e jour, c'est la pleine lune, etc. Donc tous les jours, il y a une petite explication, des petites anecdotes sur ce qui s'est passé là-haut, et puis ici, en regardant là-haut, justement. Alors le clair de terre sur la lune, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, on va reprendre l'explication de tout à l'heure. On vient de passer la nouvelle Lune. La Lune, dans le ciel, elle a l'air toute proche du Soleil. En fait, elle est beaucoup plus près. La Lune, par un miracle, elle est 400 fois plus petite que le Soleil et elle est 400 fois plus près. Donc elle a à peu près la même taille en apparence. Et quand elle est près du Soleil, je vois donc ce tout petit croissant qui est ce petit bout de côté éclairé. Et toute la partie qui est à l'arrière, normalement, est dans l'ombre. Sauf que le Soleil éclaire aussi la Terre. Et la Terre éclaire cette face arrière de la Lune. Alors, elle éclaire un petit peu, moins que ne fait le Soleil. Que C'est des ça qui égaux fait- démesurés Voilà, c'est ça. dans la C'est toute une galaxie. histoire de lumière et Incroyable. d'ombre. Et c'est ça qui fait ce clair de Terre sur la Lune qu'on appelle aussi la lumière cendrée. C'est joli.
C'est pas mal. C'est assez romantique. Hein. C'est assez poétique, en tout cas, les images autour de la Lune. Donc, il y a plein d'autres histoires à découvrir. La géographie lunaire, notamment, avec des mers, des océans, des marais aussi. Le marais des épidémies. Donc, ça donne pas toujours envie de se balader sur toute la surface. Mais en tout cas, c'est ce qu'on découvre en détail dans votre ouvrage. Alors, justement, est-ce que si moi, j'ai envie de faire des photos, si j'ai envie d'être astrophotographe, il faut que j'achète du matériel extrêmement compliqué ou est-ce que... Tous les matériels sont possibles. C'est comme quelqu'un qui veut faire du bateau, on peut faire du bateau avec un petit bateau ou un très gros bateau. L'astronomie, c'est pas trop pareil. une barque en bois qui va couler en même temps. Hein. Voilà, non, Thierry. une petite pirogue, hein, ça peut être sympathique. D'accord. Alors, on peut prendre une petite pirogue comme ça, qui est une petite lunette astronomique pour amateurs. Il faut savoir un petit peu s'en servir, évidemment. Il faut savoir trouver la Lune avec ça, mais la Lune, elle est facile à trouver. On dans le la ciel, voit on la repère facilement. assez bien. Même le jour, hein, si on sait où regarder, on peut la voir de jour aussi. On ne la voit pas que la nuit, la Lune. Et puis, à l'arrière, normalement, on met ce qu'on appelle un oculaire pour mettre l'œil. Et puis, quand on en a assez de mettre l'oculaire et quand on a envie de faire une photo, alors il y a différents moyens d'adapter un appareil photo derrière une lunette astronomique. Le plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un boîtier réflexe. Hein, c'est ce qu'il y a de plus performant. C'est un petit peu plus cher que les petits appareils numériques, mais c'est beaucoup plus performant en astronomie. On trouve des bacs d'adaptation que l'on visse dessus. Alors c'est comme les essuie-glaces de voiture, hein. Chaque lunette a la sienne, mais ça se trouve dans les magasins Donc spécialisés. ça s'emboîte, quoi. Il faut que ça s'emboîte, alors il faut trouver le sens. Hein. C'est un test de quotient intellectuel. Voilà. Donc, C'est un si peu j'y comme le arrive Lego, pas, hein, on construit oui, voilà, sa c'est ça. lunette. C'est pas mal. Il faut que je trouve le sens. Et voilà, j'ai trouvé le sens, ça se fixe et ça se met. D'accord. Voilà, Et dans là, la ça devient lunette, très tout lourd simplement. et il faut avoir des bras solides. Ah non, alors on le fait pas au bras, on le fait sur un pied. Ah, c'est mieux. Ou sur un pied photo, ou alors sur ce qu'on appelle une monture Il astronomique. risquerait un peu de bouger. Hein, sinon. Bon, et Il y a alors la même question, c'est quand est-ce qu'on prend la photo? Parce que la Lune, on ne lui demande pas de sourire, évidemment. Alors, il faut guetter combien de temps? Des nuits entières, c'est vrai ça, ou Non, pas forcément, parce que les livres ou les revues d'astronomie disent comment sera la Lune tous les jours. Donc on sait très bien quand on la voit ou quand on la voit pas. Évidemment, il faut que le ciel soit clair, hein, bien dégagé, qu'il n'y ait pas de nuages. Et puis, moyennant ça, il n'y a pas de problème. Elle est facile à viser. Et on appuie. Alors quand on appuie sur le bouton, ça peut faire des vibrations sur l'instrument. La Lune vous parle en direct. Donc on utilise le retardateur de l'appareil. Vous savez, on appuie, ça fait bip pendant 10 secondes, et puis ça déclenche la photo, ça évite de faire bouger. Parce que ça, finalement, une lunette astronomique, c'est quoi? C'est un gros téléobjectif, c'est tout. Ouais. On peut aussi être par plus que paradis, à ses heures perdues. La journée. Oui, voilà, c'est ça. Bon, ça, on Donc, va c'est pas pas le beau. dire. Alors, entre Philippe et Thierry, lequel a plus envie d'aller mettre un pied, voire les deux plutôt sur la Lune? Ah, moi je veux bien aller sur la Lune, mais quand le voyage sera bien au point. Oui, vous n'avez pas l'air totalement emballé là à l'heure Vous actuelle. savez, pour hein. l'instant, il n'y a jamais eu que 12 personnes. Hein. Sur 4 milliards d'humains, il n'y en a que 12 qui ont mis le pied sur la Lune. Alors, c'est vrai qu'on on pense toujours qu'il y a eu le premier homme sur la Lune avec ses potes, qui ont donc été deuxième et troisième, mais il y a d'autres personnes qui sont repassées quelques années après. D'abord, il y a celui qui n'a pas eu de chance et qui est resté autour de la Lune sans mettre le pied sur la Lune. Dans chaque mission, il y avait 3 astronautes et il y en avait un qui tournait pendant que les 2 autres posaient les pieds. C'est qui ressort à quel moment Et c'est alors, ça par parce exemple, que- vous souvenez du nom d'Armstrong et d'Aldrin, mais vous avez complètement oublié de celui de Michael Collins. Mais c'est lui qui était tournait. le pilote du vaisseau quand même. Ou est-ce qu'il boude un peu dans le vaisseau pendant ce temps ou pas? Non, il n'avait pas le temps de bouder parce qu'ils avaient beaucoup de choses à faire. Et puis vous savez, les ordinateurs de bord qu'ils avaient à l'époque, qui étaient ce qu'il y avait de plus perfectionné, pour aller sur la Lune, hein, pour poser le pied sur la Lune, eh bien c'était à peu près l'équivalent d'une calculette d'aujourd'hui. C'est rassurant. Hein. Écoutez, on va attendre un petit peu tout de même. Mais enfin, on a fait des progrès, hein, parce que là, Oui, on vous on a fait entend. beaucoup de progrès. On sait que les humains sont prêts à y retourner sur cette Lune, mais au tout départ, on ne savait même pas vraiment s'il y en avait une. Je crois que les Mayas disaient qu'il n'y avait pas du tout de Lune, que c'était Vénus qui brillait au-dessus de leur tête. Il y avait plein de Ah, mais mythes et de légendes comme les ça. Mayas, ils avaient le culte de Vénus. Alors effectivement, ils ont observé avec beaucoup d'attention Vénus. Il faut dire que Vénus est extrêmement brillante dans le ciel et qu'elle est fascinante aussi. Détrônée par la Et Lune. qu'elle en a fasciné un certain nombre. Alors la Lune, c'est aussi le soleil des loups. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Et on peut quand même difficilement parler de l'astre sans parler du fauve. Et pour ce faire, mesdames et messieurs, nous n'avons pas de fauve, nous n'avons pas de loup. Attends, je Enfin, ressemble oui. à quoi, moi, là, quand même Bon, Parce que sinon, je m'en vais. Hein. faut te mettre ton masque, il est trop charmant. Et donc pour ce faire, nous avons avec nous un invité qu'on a été chercher au fin fond du Grand Nord canadien. On l'a déjà vu en début d'émission, on le retrouve après un petit jingle, juste pour respirer un petit peu. Hein.
Alors, Mickaël Branjon, rebonjour. Bonjour. Est-ce que tout va bien toujours? Tout va toujours bien pour Est-ce que moi. vous avez appris des petites choses sur la Lune là? Ah bah oui, je connais pas grand-chose sur la Lune, donc on en apprend un petit peu beaucoup. Ouais. C'est Vous êtes plutôt intéressant. notre caution loup ce soir. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle un passionné de loup. Est-ce qu'il y a un nom compliqué aussi? Non, Non. passionné de loup, ça va très bien. Ah, c'est vrai, Cécile. Cécile a mis ses dents de loup. C'est pas, C'est c'est pas dommage, au point. il y a Hein. pas- Je sais, Mickaël, je suis pas au point. Vous, ouais, bah, En même temps, j'ai pas trop vu le loup-garou, donc je sais pas si ça peut ressembler ou pas. bon, on est d'accord. Hein, donc les loups-garous, on va y revenir avec Alain un petit peu plus tard. Mais alors, Mickaël, c'est vrai que c'est plutôt le loup. Hein. C'est pas forcément un animal très gentil comme ça, mais c'est pas non plus un gros méchant comme le loup-garou. Quoi. C'est un animal Le loup, sauvage. c'est un prédateur, donc Voilà. il mange de la viande, c'est vrai, mais bon, ça Comme reste nous. un animal sauvage qui est Exactement. assez loin du loup-garou et d'autres contes qu'on peut raconter sur lui. Et heureusement, sinon, je vous plains là, puisque vous avez envie d'y retourner là au Québec, à Québec. Au Québec, donc alors en 2003, Mickaël, il a décidé de changer de vie pour réaliser son rêve, puisque vous êtes passionné de loup depuis 14-15 ans. ouais. 14-15 ans, et vous êtes parti dans le Grand Nord canadien, dans une réserve amérindienne, Ouais. pendant 26 mois. Chez les cris. C'est ça. C'était pas une réserve amérindienne, c'était sur le territoire des Cris, qu'on appelle la baie James. Donc c'est une région qui est à peu près aussi grande que la France. Isolé quand même, hein. Oui, un petit peu isolée. Très isolé. Un petit peu. Mais là où on veut trouver des loups, il faut pas qu'il y ait trop d'hommes. Il y a beaucoup parce que d'arbres. là où il y a beaucoup d'hommes, il y a de moins en moins de loups. Donc Alors justement, il faut vous faire avez un choix. choisi un territoire sur lequel vit toujours une meute de loups. Un terrain qui fait quoi, de 50 à 70 km, c'est ça? Moi, c'est ce que je couvrais. Donc Voilà. je savais pas exactement de combien était le territoire. J'ai pas réussi à délimiter, mais je couvrais un triangle de 50 km par 60 km de côté. Ouais. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a pris, Mickaël? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de partir là-bas, là, regarder les Bah, loups faut dire- dans une tanière? Qu'est-ce que c'est Faut que dire, ça? il y a un truc qui se passait, c'est que ça fait depuis longtemps que j'aime les loups. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de choses comme ça. Et puis j'essaye en même temps de dire que le loup, justement, c'est pas le loup-garou, c'est pas le grand méchant loup qui mange le petit chaperon en rouge. Et puis les gens, ils voulaient pas me croire. Ils m'écoutaient pas. Puis finalement, on s'en fiche un peu du loup, ce que tu nous racontes. Donc je fais bon, bah, on va essayer de mettre à profit. Je vais y aller, je vais aller sur le terrain, je vais aller voir, je vais aller m'installer sur le territoire d'une meute de loups. Et puis je vais voir ce qui se passe. Je vais voir ce que les loups font avec moi. Puis après, quand je vais revenir, déjà, on risque de me croire plus si je dis que le loup mange pas l'homme, parce que je serai revenu en bonne A santé. priori, voilà, vous avez entier, deux bras non de jambes. Oui, ça va. On les voit, c'est donc ça. Il a l'air, elle est bien. Bon, après. A priori, tout était bien pour moi, donc il n'y a pas de problème. Donc le but, c'était ça, c'était de s'installer sur le territoire d'une meute. Donc je suis pas biologiste, je suis pas éthologue. Le but, c'était de s'installer là où il y avait des loups, et puis de rester pour voir qu'est-ce que les loups allaient faire de moi. Donc après, je pistais les loups, j'essayais d'en apprendre un peu plus. Et donc, en gros, vous avez fait quoi? Vous avez pris un camping-car ou une tente, Non, un paquet de biscuits, et vous êtes parti vous installer là-bas? Ça a été c'était un petit peu plus compliqué petit que peu ça. compliqué, ouais. J'ai changé de coin au début, j'avais choisi un coin qui était plus bas que là où j'ai fini d'étudier, à Radisson. J'étais 700 km plus bas, mais ça n'a pas été très efficace. Il y avait trop de forêt, trop de bois, trop difficile. Donc Ils quand vous je suis remonté semmaient après. facilement. Comment? Ils vous semmaient donc facilement, les loups. Ah bah oui, ça marche beaucoup un loup. C'est Et clair. puis ça Donc, fait beaucoup de kilomètres. Il faut d'abord avoir un joli bonnet à mettre sur la tête, mais il faut ensuite être quand même sportif parce que c'est énormément de pistage, de marche. C'est combattre contre plein d'éléments de la nature quand même, hein, parce qu'il y a les loups, mais il y a aussi plein de bestioles qui peuvent vous attaquer. Je Et connais c'est pas tout ça, franchement de quotidien. bestioles. Il n'y a qu'une seule race de bestioles qui m'attaquait franchement méchamment, C'est qui, c'était c'est les quoi moustiques. D'accord. Mais ça, j'y pouvais Alors, pas ils sont toujours grand-chose. partout, pas Et- comment, mais Ouais, mais là-bas, il y en a vraiment. moins beaucoup. 20, moins 30 degrés, l'hiver, le Canada, ils sont là quand même. Ah non, ils sont là qu'on était. Ah, Ils sont quand là même. pendant 3 mois, mais pendant 3 D'accord. mois, on les sent bien. Ok. Mais par contre, tous les autres animaux qui sont en forêt, que ce soit les ours, que ce soit les loups, j'avais rien à craindre d'eux, parce que tous les animaux dans la forêt ont peur de l'homme, a priori. Donc il suffit d'avoir un comportement assez respectueux, puis ça pose aucun problème. Et donc, vous campiez à un endroit fixe, avec toutes vos réserves, vos appareils photos, etc. Et puis, vous marchiez toute la journée, pendant plusieurs journées de suite, pour voir un petit peu où se trouvait. C'est ça. Au début, comme on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble un territoire de loup, on choisit un coin. J'avais trouvé un coin, il y avait des pistages assez fréquents. Donc je m'étais installé un camp de base. J'ai eu des morceaux de bois, des morceaux de bâche. Et puis petit à petit, j'ai agrandi mon territoire, j'ai marché, j'ai pisté. Et puis j'ai de plus en plus, avec le temps, comme je suis resté sur le terrain, les loups, ils ont commencé à connaître mon odeur, à voir que je restais ici pas mal de temps. Vous chassiez aussi les pieds dans l'eau pour manger vous également des petits poissons vous Non, je faisiez chassais comme eux, pas. là J'avais le droit ni de chasser ni de pêcher. Puis je suis pas chasseur. Donc moi j'achetais ma nourriture. Moi ma chasse c'était plutôt les D'accord. boîtes de conserve, le beurre de peanut et puis des choses de même. Mais pas de pêche, pas de chasse. Je précise quand même que les images qu'on voit en ce moment, elles n'ont pas été prises par Mickaël, parce Non. que voilà, ces images sont assez exceptionnelles. Mais dans la nature, un vrai loup sauvage, on n'approche pas à cette distance-là, hein, vous allez nous en reparler. Là, c'est des images du parc du Mercantour, où se trouve un centre alpha loup, voilà, une réserve d'une dizaine d'animaux, voilà, qu'on remercie pour ces images et Ces pour leur belles action images. aussi, parce que ces belles images, j'ai dit quoi? Ces images Ces belles images, de voilà. ces beaux animaux. Exactement. Parce qu'on que le loup remercie. est beau. Voilà, et on en reparlera un petit peu après. Donc là, c'était en France, mais Mickaël, il est parti un petit peu plus loin, voilà, au Canada. De l'autre côté. Ouais.
Donc, et vous, est-ce que vous les avez vus, les loups? Oui, mais j'ai attendu 4 mois, un peu plus de 4 mois avant de voir mon premier loup. Allez, quand même. Oui, parce que c'est vraiment Parce que très eux, vous heureux. avez senti. Hein. Ah bah depuis le début. Ouais. Donc moi, les 4 premiers mois, je voyais, enfin surtout, surtout que quand j'ai trouvé la zone, je voyais des pistaches, je voyais que la nuit, il était venu renifler un petit peu où j'avais été, il m'avait suivi, il regardait un petit peu ce que je faisais, mais il se montrait jamais, je le Et voyais il vous jamais. a jamais cherché. Hein. Pas de noise. Il a pas Ah, fait jamais de noise. Et puis une fois, en coupant mon bois, je m'entendais pas du tout aller voir. La première neige, j'étais par terre, et puis j'étais en train de me reposer, puis il y a une louve qui est passée à 12 mètres. Donc vous étiez c'était la intégré première quelque fois. part, ça Ah y est. non, pas du tout. Ah bon Sauf que moi j'étais couché, elle m'avait pas senti, puis elle était en train de chasser dans son secteur, donc... Ah, je pensais qu'elle allait vous faire un petit coucou de la patte blanche. Non, non, il me faisait des petits coucous, mais de loin quand même. Je me suis jamais fait intégrer. Il faut vraiment comprendre que le loup a peur de l'homme. C'est une Eh ben, il a crainte bien qui est raison. pas. Oui, déjà, il y a beaucoup d'extermination. Ça fait 2000 ans environ qu'on extermine le loup pour tous les prétextes plutôt faux. Et donc, le loup a peur de l'homme. Le loup n'attaque pas l'homme. Donc, dès qu'il y a un homme qui est sur son territoire, il va aller voir parce qu'il est très curieux en même temps, mais il va pas aller, aller toper pour aller. Il va pas te taper la belote avec lui au coin du feu le soir. Non, Ça, on est d'accord. aucune Ok. question. Donc moi, en automne, là où j'en voyais le plus, j'arrivais à les croiser assez fréquemment. Mais par contre, il suffisait que je change un petit peu de blouson, ou que je fasse un bruit différent ou un petit peu de bruit, puis le loup, il se sauvait la queue entre les jambes, et c'était fini. Alors, Et au plus près, il passait à quelle distance alors à peu près? J'en ai vu quelques-uns à 15 mètres. La meute au complète, j'ai vu à 200-300 mètres. Et le plus près que j'ai croisé, il m'a presque touché, il était à 2 mètres. Mais là, c'est moi qui l'ai surpris, donc là, il a eu peur. Il s'est sauvé Caille, vraiment. caille, caille. Et oui, quand c'est vous dites ça. la meute au Moi, j'aurais complète... quand même peur, même en me disant que c'est le loup qui a peur. Oh non. Mais Il quand- a 2 mètres. C'est impressionnant, mais moi, il y a une seule chose que j'avais peur quand je suis parti voir les loups, concernant les loups, c'était que le loup, je le vois jamais. C'était ma Ouais, seule c'est ça. peur envers les loups, c'était ça, c'est que j'en vois jamais, puis que je revienne chez moi un petit peu la queue Frustré. entre les jambes, et puis bah, visuellement, j'ai rien vu. Et quand vous parlez de meute entière, vous avez pu voir, comme on a vu sur les images du Mercantour, les petits louveteaux mignons. Non, c'est le seul truc que j'ai pas trouvé, c'est ce que j'ai recherché pendant 2 ans, c'est la tanière. Ah. Mais j'ai pas trouvé la tanière. J'ai trouvé une tanière de renard, j'ai trouvé, je savais à peu près où est-ce qu'ils étaient, mais une tanière de loup, c'est pas très gros. Sur un territoire, j'ai pu resserrer 10 km de long, mais c'est vraiment trop petit. J'ai pas réussi à trouver la tanière. Alors, Non. messieurs, on vous demandait tout à l'heure qui avait envie d'aller sur la Lune. Là, il y en a un qui a été vivre son rêve en vrai sur place. C'est assez impressionnant quand même, non? Je sais pas si... Ah ben tout à fait, oui, parce que d'abord vous étiez seul, hein, donc Oui. Bah, pendant une semaine, il y a une biologiste qui est venue me donner un petit coup de main. C'était le premier hiver, pendant une semaine, une biologiste que je connaissais pas du tout, qui est venue par courriel, parce que je revenais de temps en temps pour prendre des contacts. Et puis elle m'a dit, ah, tu pistes les loups, bah, tiens, je vais te donner un coup de main. Donc pendant la une semaine, elle m'a différence appris. quand même, c'est qu'il est sur la Terre. Hein. C'est vrai. Tandis que si vous êtes sur la Lune, vous avez des communications, des moyens de communication aujourd'hui qui sont très perfectionnés, mais enfin il faut quand même revenir. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup l'idée de poursuivre une passion comme ça et d'y aller pendant des mois, d'avoir un but. Nous, quand on va observer des éclipses totales de soleil, on va aussi à l'autre bout du monde. Alors, les durées sont différentes parce que la dernière éclipse totale de soleil, moi, je suis allé en Égypte, ça durait 4 minutes. On va au bout du monde pour 4 minutes et on revient Et quelques je jours connaissais plus tard. quelqu'un là où j'étais, qui était dans la réserve indienne d'Écrit. C'était un infirmier, puis lui, son truc, c'était les phénomènes astro. Donc les aurores boréales, moi j'ai rencontré quelques-unes des aurores boréales, donc il faisait la chasse aux aurores boréales, et puis pareil, toutes les éclipses, il économisait pour aller chasser les phénomènes astro. Il y en a Comme pas quoi, mal ça dans se le Nord, il y a rejoint, vraiment quelque beaucoup de part, phénomènes tout ça. vraiment Beaucoup intéressants. d'aurores C'est boréales. la Les aurores boréales, passion, les aurores, ça les- permet de faire des choses assez extraordinaires. Et Michael, est-ce que vous avez pu constater que la Lune pouvait justement changer le comportement, influencer le comportement de la meute? Non, j'ai pas pu faire d'observation comme ça. Bon, Il y a et une grosse j'ai légende qui tenté. dit que les loups hurlent à la pleine lune. Ça, c'est une bonne grosse légende. Ça va pas du tout. On n'a pas les poils qui se dressent sur les bras et on tremble. Il vit plus la Parce nuit qu'il hurle, ou alors. plus le jour? Bah, ça dépend ça dépend surtout de la présence humaine. En France, où la présence humaine est importante et où ils sont plutôt pas bien vus en ce moment, on va dire, c'est que le loup va plutôt avoir une attitude nocturne. Parce qu'il y a moins de mouvement, moins de présence, donc ils sont plus en sécurité. Moi, là, dans le rassurant. Nord, il y a moins d'hommes, donc je pouvais les voir en plein jour, en pleine nuit. Ils ne sont pas nocturnes, ils ne sont pas diurnes. Ils ont une vision crépusculaire, donc on les voit très bien à l'aube, au crépuscule. Et puis après, bah, ils passent beaucoup de temps à chasser, donc ils se Vous n'avez nuit pas et jour. remarqué de corrélation avec la Lune? Les nuits de pleine Lune sont brillantes, donc ça peut peut-être les gêner pour la chasse? Non, pas Non, spécialement. non, parce que non, ça ne gêne pas. Ils n'ont pas une vision nocturne. Donc déjà, il faut la lumière pour voir. Et puis après, non, j'ai pas vu de corrélation comme ça. Puis ils hurlent pas qu'à la pleine lune. C'est pour ça hein. qu'ils ont besoin de la pleine lune, c'est qu'ils ont besoin de lumière.
Oui, mais déjà, avec notamment l'hiver, là, il n'y a pas besoin de pleine lune pour que ça éclaire bien. Avec la neige par terre, là, c'est... Alors, en ça tout cas, éclaire il y a un truc qui se passe là sur la fusée. Dans la fusée, tout va bien. Mickaël, je crois que vous allez, pas bientôt, mais quand même vite, le plus vite possible, repartir dans le Grand Nord pour retrouver les loups. 2008, c'est ça? 2008, Ben, bah vous après... pourriez peut-être faire un petit convoi commun et puis emmener avec vous Thierry, son appareil photo, qui pourrait justement trouver le lien de corrélation entre les loups, la Lune, non? On fait un équipage commun, là? Il faut voir quel confort il y a. Ah, on a plus, ça fait mal, là, parce que Ouais. si on parle confort, attention. Là, c'est vrai Mickaël. que bon, niveau confort, voilà, c'est pas l'idéal de partir comme ça dans un coin assez perdu, loin de toute civilisation. Vous y retourniez quand même de temps en temps pour faire des réserves de beurre de cacahuète, je crois. Mais, Tous les mois. Tous les En mois. fait, le problème, c'est que je suis parti vraiment... avant, j'ai travaillé beaucoup en usine. J'ai arrêté mes études parce que je voyais que c'était pas... ça n'allait pas m'emmener au loup, donc j'ai arrêté les études. J'ai travaillé par moi-même pendant 10 ans. Et puis j'ai mis de côté 2 ans avant pour me dire, bah, ça y est, je me lance. Et puis, mais on ne fait pas beaucoup d'économies après 2 ans en usine. Donc avec tout ce que je suis parti, c'était sur des réserves personnelles, donc pas beaucoup de budget. D'où le beurre de Donc, cacahuète. d'où au le beurre de quotidien. cacahuète. Et ça vous a rien rapporté, vous n'avez pas pu faire fructifier un peu cette expérience. Ah bah ça m'a rapporté beaucoup, mais pas niveau Non, mais- argent. Voilà. C'est, c'est non, donc- mais le principe, de toute façon, le principe de rapporter de l'argent, ça ne me va pas du tout. Ouais, je Moi, tout ce comprends. que je propose, c'est Je suis même gratuit. assez d'accord avec vous. Le principe, c'est de montrer, surtout qu'en ce moment, en France, il y a quand même il y a quelque chose à faire par rapport au loup, par rapport à l'image qui est véhiculée. Donc moi, ce que je fais actuellement, ça fait partie du projet, c'est de sensibiliser. Sensibiliser les gens et surtout les jeunes pour leur montrer que le loup, oubliez un petit peu le petit chapeau en rouge, ça peut faire rire comme ça, mais tous les enfants ont déjà écouté cette histoire-là et ils ont dans la tête que le loup, si on croise un loup dans les bois, ça va être dangereux. Ça Faux. commence à changer, mais il y a encore beaucoup ça. Et maintenant, depuis que le loup est revenu en France et où il faut commencer à parler de ça, c'est vraiment important. C'est peut-être ce qui est le plus important finalement avec le projet que j'ai fait. C'était aussi un des buts pour lequel je suis parti. C'était qu'il fallait sensibiliser. Et votre adversaire irréductible, c'est quand même le berger. Je ne suis pas un adversaire irréductible. Il faut... Après, on va en parler un petit peu, mais après c'est très complexe. Le problème avec les bergers et puis le loup, c'est assez complexe. Mais le loup, il avait disparu des Alpes depuis 150 ans, on va dire. Donc les bergers, qui n'avaient plus de prédateurs, ils ont modifié leur façon de faire. En plus, l'élevage, le pastoralisme, c'est en grosse difficulté, donc ils avaient moins d'argent, donc ils ne pouvaient plus mettre un berger derrière 300 bêtes, donc ils ont groupé des troupeaux, 300, 1000, 1500 bêtes, et puis un berger pour garder le tout. Donc c'est beaucoup moins facile à gérer. Puis le loup est revenu, et donc il a trouvé des moutons qui n'étaient pas protégés, comme ils le font par exemple en Italie ou en Espagne. Mais qui se nourrissent quand même, attendez. Nous aussi on mange du mouton. Bah attendez. Oui, bien sûr. Non, mais le loup se nourrit. On parle beaucoup du loup qui mange des moutons, mais il faut quand même savoir que la majeure partie de la nourriture du loup en France, c'est de la faune sauvage. Ouais. C'est des chamois, c'est des mouflons. C'est sûr. Un loup, c'est opportuniste. C'est comme beaucoup d'animaux. Un loup, c'est le minimum d'efforts pour manger. Donc si on trouve des moutons qui ne sont pas protégés, il va Il aller paye prendre un pas mouton. sa part de mouton au berger. En tout cas, ce qu'il faut retenir de Il là, a c'est payé au qu'il plus faut... fort, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de loups qui sont morts à cause de ça quand même. Il y en a un qui est en phase, là. Il y en a un qui va être. Il y a une battue qui vient d'être décrétée pour tuer un des Enfin, loups ça en serait France. bien quand même que cette affaire s'arrange. Hein. Cette affaire de... Que tout aille bien pour les loups aussi. Voilà. Exactement. Ça serait bien que Voilà. t'ailles bien pour les loups. Et On je y pense que- travaille, mais c'est du travail. Il faut travailler sur le long terme parce que les bergers, ça leur fait des problèmes. Le loup en France cause des problèmes et des contraintes aux bergers, c'est sûr. Ça leur fait du travail en plus, ça leur fait changer leur méthode. Donc c'est pas négligeable, mais il faut juste amener la discussion. Moi, c'est ce que j'essaye surtout d'expliquer aux enfants. Ce qui est important, c'est que toute la vie, enfin, on doit respecter tout ce qui est vivant. Le loup, oui, il dérange, il mange peut-être des moutons, mais il est vivant et on doit le respecter. Le loup, Et surtout, il il a faut sa place en s'informer un France. petit peu parce qu'on a tous un petit peu l'œil dans la lunette, hein, qu'elle soit vers la Lune ou ailleurs. Il faut peut-être sensibiliser les enfants comme vous le faites, voilà, peut-être avoir une information plus globale. Et puis alors pour conclure, en fait, ce qu'on peut dire de cette expérience, c'est que là-bas, c'est peut-être pas les loups qui inquiétaient plus le genre humain, mais c'était peut-être les cris qui vous ont inquiété sur leur territoire, puisqu'ils vous ont surnommé évidemment Wolfman, l'homme loup, mais aussi Boogeyman. Et Boogeyman, pour eux, c'est équivalent au croque-mitaine local, c'est-à-dire que ça signifie que c'est celui qui va manger les petits-enfants. Comme quoi, là-bas, ils n'ont pas peur des loups plus que ça, quoi. Hein Non, les Monsieur cris n'ont pas peur Boogeyman. des loups. La Voilà. culture cri est différente. Pour eux, déjà, c'est basé beaucoup sur leur culture et leur religion sont basées sur les esprits qui sont représentés par des animaux. Donc déjà, à la base, c'est pas la religion monothéiste qui fait, on est des moutons. Donc ça change quand même pas mal de choses. Et donc pour eux, le loup, c'est un frère qui chasse comme Donc c'est eux. vous qui leur faisiez peur plutôt alors. Ah oui, moi j'en faisais peur. Donc on est tous le loup de quelqu'un finalement. Hein. Je sais pas si on peut s'arrêter sur cette phrase-là, mais effectivement, Ça, c'est bien, se faire appeler Wolfman, là, franchement, c'est extraordinaire. c'est assez chic. Hein. Ah ouais. J'étais assez fier de ça quand même. Ça fait plaisir. Ça fait Alors, plaisir. ça plaît à Alain, notre Ah oui. spécialiste science-fiction. Ça pourrait, il y a peut-être des films d'ailleurs qui se sont intitulés Wolfman. On pourrait peut-être faire un petit film sur Michael. Ouais,
mais il est trop gentil pour être un méchant loup. Il est trop Voilà. gentil. Justement, Alain, on vous a présenté en début d'émission. Vous êtes là pour nous parler de la Lune, du loup aussi, vu dans la lunette de la science-fiction, de l'imaginaire, parce qu'il y a un sacré nombre d'histoires qui ont été inventées sur ces deux thématiques, souvent liées. En 2 mots, pourquoi est-ce qu'on s'est inspiré de la Lune et du loup pour faire l'histoire, pour faire peur aussi? D'abord, la Lune a toujours été quelque chose d'étonnant, de surprenant, de fantastique. C'est le mot qu'on peut employer. D'abord parce qu'elle montre toujours le même visage, en tournant autour de la Terre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Parce pourquoi elle le fait? Parce qu'elle n'est pas tout à fait sphérique, donc c'est la force centrifuge qui fait qu'elle a toujours la même face qui est dirigée vers la Terre. Donc, pendant très longtemps, on a cru que c'était un objet plat, puisqu'il ne tournait pas. Une crêpe dans les airs. Oui, exactement. Donc c'était quelque chose qui nous regardait, donc un dieu, enfin bref, ça a toujours stimulé énormément l'imagination. Et ensuite, donc vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a toutes les histoires de conquête de la Lune, parce que c'est le premier, les étoiles, on se demandait ce que c'était, des lumières dans le ciel, tandis que là, on voyait que c'était un astre. Et il y a même eu aussi un voyage sur des oies, parce qu'on ne s'imaginait pas que l'atmosphère pouvait s'interrompre entre la Lune et la Terre, et on pouvait y aller en volant sur des oies. Et puis... Excusez-moi, mais je viens d'avoir l'image, là, pour la Loa qui va vers la... Voilà. Ridicule. Et donc, ça montrerait aussi que dans l'esprit des gens, pendant longtemps, les animaux volants allaient sur la Lune et revenaient. Donc, il y avait aussi toute une relation entre la Lune et la Terre. Alors donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Galilée qui a le premier, avec une lunette, regardé la Lune, et il a vu qu'il y avait des montagnes, des mers, c'est pour ça qu'on les appelait les mers, enfin, ce ne sont pas des mers, hein, mais ce sont des surfaces plates très, très grandes. Et donc, les premières histoires vraiment de conquête de la Lune avec un moyen technologique, c'est les 2 romans, celui de Jules Verne, enfin les 2 romans de Jules Verne, et celui de H.G. Wells, la conquête de la Lune. Alors Jules Verne, pour moi, c'est pas vraiment une histoire de science-fiction, c'est plus un ouvrage de balistique, de sociologie. Enfin, c'était un prétexte pour lui pour étudier un certain nombre de choses. Pour poser des bases, quoi, en tout cas. Des bases scientifiques. Des siennes, ouais. Mais par exemple, il n'a jamais osé faire atterrir son engin sur la Lune parce qu'il n'aurait pas su quoi dire. Pour lui, inventer quelque chose de faux, c'était pas possible. Parce qu'à H.G. Wells, lui, il a franchi le pas. Il a inventé un système d'aversion de la gravité pour aller sur la Lune, il a atterri sur la Lune, ils ont trouvé des sélénites, des gens qui ressemblaient à des insectes. Et donc, ils ont trouvé des gens sur la Lune. Enfin, H.G. Wells a fait trouver des... Voilà, oui, des sélénites. Alors après, il y a eu plusieurs histoires, il n'y a pas eu trop d'histoires. Dans l'histoire de la science-fiction, il y a eu peu quand même. Parce que dès qu'on a compris que la Lune était un astre et puis qu'on a trouvé que les étoiles étaient lointaines, on est plutôt allé vers les étoiles lointaines. Et donc... par exemple, un autre auteur qui a écrit tout un cycle sur la Lune, qui est très connu, cet auteur, c'est Edgar Rice Burroughs, c'est le père de Tarzan. On connaît bien Tarzan, on connaît tous Tarzan, mais... Qui est allé sur la Lune avec une liane géante, c'est ça? Non, mais lui... Vous voulez nous emmener là? Burroughs, il a écrit beaucoup d'ouvrages de science-fiction qui se sont déroulés sur toutes les planètes du système solaire. Les plus connus chez lui, c'est Mars. Il y a un cycle de Mars, un cycle de Vénus, mais il y a aussi un cycle lunaire où il a inventé la présence d'une civilisation, pas sur la surface de la Lune, mais sous terre de la Lune, puisqu'à son époque, c'était au début du XXe siècle, on savait déjà qu'il ne pouvait pas y avoir des êtres vivants sur la Lune. Et il en a fait une histoire un peu politique, parce que lui, il n'aimait pas les communistes, il n'aimait pas le régime communiste au début qu'il existait, mais il n'aimait pas les nazis non plus, donc il vivait dans cette période. Il en avait fait des histoires politiques, de société, qui n'avaient... Franchement, ça aurait pu se passer ailleurs que sur la Lune, mais lui, il l'avait placé sur la Lune. Et donc... il y a eu quelques histoires comme ça. Il y a aussi un grand auteur de science-fiction américain qui s'appelle Heinlein. Je prononce toujours à l'allemande, je ne sais pas prononcer à l'anglaise. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je suis plutôt germaniste, alors je prononce à l'allemande. Donc lui, il a inventé aussi une conquête de la Lune. Les hommes sont installés sur la Lune, et puis il y a eu une révolte, etc., sur la base de centrales nucléaires. Et par exemple, il a développé une thèse, c'est que la Lune est devenue un astre mort de par une catastrophe d'une civilisation ancienne
où il se serait produit des explosions nucléaires qui ont fait évaporer les océans. Oh là là. Voilà. C'est D'où les vraiment une grands horreur. raz-de-marée, les machins, les tremblements de terre, les Alors volcans donc, en il éruption. s'est même basé sur quelque chose qu'on voit très bien sur la Lune, c'est le cratère Tycho, je ne me rappelle plus le nom de l'astronome Tycho. Voilà. Je sais pas, vous le connaissez tous, c'est ce petit cratère Bien assez sûr, petit, je mais dis très bonjour tous les profond, jours, évidemment. avec plein de traces Alors comme Thierry ça. va nous dire où il est sur la Lune avec grâce à son globe lunaire. Voilà. Petit quiz en direct. T'as pas une fléchette, là, histoire de viser pile poil? Continuez, je vais vous le Et trouver. donc, il a dit, voilà, l'explosion nucléaire s'est produite là. La preuve, c'est que vous voyez un cratère très profond et très étroit. Et puis, les traces de l'explosion qu'on voit très clairement sur la Lune. Voilà, donc... Pas celle de Smart One, hein, ça a fait beaucoup moins de... Voilà, hein, on est il y d'accord. en a eu d'autres aussi, il y a des impacts sur la Lune. Enfin, vous l'aviez dit tout à l'heure, hein, il y en a beaucoup. Beaucoup. Donc sur la Lune, sur la conquête de la Lune, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de gros développement par rapport à la Lune elle-même. Par contre, dans le domaine fantastique, au niveau des loups-garous, alors là, c'est quelque chose Ça d'extraordinaire. c'est le bon thème. Ça va peut-être pas faire plaisir à Michael, mais bon, ça fait partie aussi de l'histoire. Attendez. Ça décorde du moment qu'on s'arrête pas à ça. Attendez, je pense quand même qu'on pourrait mentionner un grand monsieur qui s'adresse aux grands, mais aussi beaucoup aux petits. C'est plus l'univers de la BD, d'accord, mais on a la fusée qu'il a imaginée qui est sur notre plateau, et c'est Monsieur Hergé avec Tintin quand même. Imaginé, hein, il s'est inspiré du V2. Hein. Faut Ah pas bon oublier quand même que les premières fusées qui ont été utilisées dans l'histoire de l'humanité sont des bombes. Ça a été utilisé pour des bombes. C'était les Allemands qui ont fabriqué les V1 et les V2. Et donc, c'est tout à fait un V2, ça. Pas très rassurant ça quand même. Hein. Non, c'est vrai, c'est comme ça. Après, la conquête spatiale est partie de cette expérience. Les Allemands n'auraient pas utilisé le V1 et le V2, on n'aurait peut-être pas, après, on aurait essayé de chercher un canon comme Jules Verne. Non, je déconne. Bon, en tout cas, quand même, Hergé était quelque part un précurseur aussi dans son genre, parce que il y a quand même eu 2 albums, un qui est devant vous, il y a eu Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Oui. C'est quand même un thème qui revenait, qui lui était cher. Mais il s'est Tout à fait, oui. très bien documenté. Il était en particulier en relation avec Alexandre Adanov, qui est un nom qui ne vous dit rien, mais Non. qui a été un précurseur de l'astronautique en France et qui aurait souhaité que ses cendres soient dispersées sur la Lune. Sur la Lune, sympa. Qui n'a pas été C'est le classe, cas. ça. Très classe. Bon, alors donc il a pris une fusée, un V2, mais c'est toujours comme ça, hein, les écrivains, les gens qui font un travail d'imaginaire, ils prennent ce qu'ils connaissent, et donc c'est pas mal. Et il a inventé tout un voyage sur la Lune, il a même trouvé de l'eau, de la glace sous terre, on a marché sur la Lune. Mais il fallait bien que Tintin aille voir quelque part quand même, non? Parce qu'il n'y avait pas de loup chez Hergé, mais il y avait quand même Milou. Milou, c'était un petit Sur chien. le whisky du capitaine Haddock qui se met en boule, Ah oui. et ça c'est très bien vu. Et Hergé, lui, il n'a pas vu. Jules Verne, lui, n'a pas vu ça parce que ces voyageurs, eux, ils débouchent une bouteille et le vin ne Parce se met que pas du tout rappelons en quand même boule. que le capitaine Haddock était un poivron. Merci. Alors donc, puisque vous affichez l'image de Méliès, il y a eu 2 films hein, sur la conquête de la Lune importants. Il y a celui-là, et je vais en dire quelques mots. Et puis il y a eu un film de Nathan Jurand qui s'appelle aussi, qui est plus inspiré lui sur l'histoire de Wells, puisqu'il y a les Sélénites, etc. Mais Méliès, il a fait une œuvre qui est encore reconnue aujourd'hui, mais qui était au début du cinéma. C'est le premier qui a fait un film de fiction, mais il l'a fait avec sa conception d'homme de théâtre. Donc quand vous regardez le film... Il y avait quand même des trucages en fait, c'est l'inventeur du Alors, cartonage. j'allais y venir, hein, mais il faut quand même insister sur ce point. Il a fait comme un homme de théâtre, des plans fixes, avec comme une scène de théâtre, les gens qui rentrent sur scène, qui sortent, etc. Alors les trucages, c'est lui qui les a inventés, puisqu'il expliquait, par exemple, par hasard, il a filmé un carrosse qui passait, puis après, c'est tombé en panne, il a refilmé avec le même film la même scène au même endroit, puis il a fait des superpositions d'images. Il a découvert des trucages dans ce domaine, et puis tout un tas d'autres trucages avec les décors et tout. Parce que c'était un homme, Méliès, qui au départ était magicien. Sa formation, c'était d'être magicien. Donc il aimait ça, il aimait la magie. Ben, maintenant, on dit la magie du cinéma. Ça faisait peut-être de lui, je ne sais pas. Hein. En tout cas, il a envoyé une petite fusée dans l'œil de la Lune Voilà. qui a l'air Ouais, il a rendu d'aimer borgne. ça. En tout cas, vous aurez remarqué la magnifique déco de notre plateau, la Lune adaptée avec la fusée direct 8 dans l'œil. Ça lui plaît pas beaucoup plus, mais on remercie en tout cas notre décorateur Mayadek pour cette formidable œuvre. Hein. Vous aurez remarqué la Lune effet Gruyère avec ses petits cratères. Je sais pas si Elle a c'est une très- verrue sur le nez aussi. Hein. Ouais.
L'effet pizza, oui. L'effet pizza, je vous permets pas. Attendez, alors, Mais on va il s'est être quand même un d'accord. peu moqué de Jules Verne, quand même, là. En faisant cette image, il s'est moqué un peu de Jules Verne. Méliès, parce qu'il hein, pas Méria. Méliès, hein, Méliès. parce qu'il a dit, vous voyez, moi, j'ai pas raté mon coup, paf, j'ai visé juste et plan, dans l'œil. Aïe, qu'elle fait. Elle fait un peu la tête. Bon, alors, Et puis, ils ont atterri, hein, dans son film, ils ont atterri sur... Enfin, ils ont atterri sur la Lune. Non, ils ont atterri sur la Lune. Ils ont atterri sur la Lune, pardon. Et donc, ils ont atterri sur la Lune, et ils ont trouvé des Ils ont satellites, etc. Ce qu'il explique aussi, Méliès, c'est que les gens de théâtre, les comédiens, ne voulaient pas jouer dans les films, parce qu'ils avaient peur de la concurrence du cinéma. Et donc, il a utilisé que des gens de cirque, et lui-même, il a joué le professeur... C'est mieux pour la pesanteur en même temps, non? C'est mieux aussi, ouais, pour les Ouais. trucages et tout, voilà. Bon, et Ah, alors, c'est- moi je voudrais quand même revenir, on est dans la SF, on est dans les impacts de la Lune sur l'univers entier, mais quant au loup, moi je voudrais savoir, j'ai pas mis mes cheveux là pour rien, qu'est-ce que la Lune a à voir avec les loups-garous? dans la science-fiction, on précise, hein, parce que dans la Bah, rien, réalité, la Lune... c'est parce que quand il y a la pleine lune, on voit clair, donc on peut voir les choses, on voit les loups passer, tandis que quand il y a pas de, quand c'est la nouvelle lune, on voit rien. Hein. Donc ce soir, je suis en mammouth, on est d'accord, et je Ouais. peux morte Pauline à partir de quelle heure ce soir? Ah ben je sais pas, moi je suis pas spécialiste, je connais que l'imaginaire, moi la réalité je la connais Ok, pas. Hein. ce sera mon heure alors. Voilà. Bon, alors justement, pourquoi est-ce que le loup-garou a inspiré aussi tellement d'histoires pas très joyeuses, hein, et c'est Oh, mais plutôt parce qu'il y a- sanguinolent, c'est pas très tout va bien ça. Il y Mais... a toujours eu la peur du loup, comme l'a expliqué notre ami. Il y a toujours eu la peur du loup. Qui n'est pas fondée donc, hein, on peut le rappeler, en tout cas aujourd'hui en 2006. Bah, il y a eu la bête du Gévaudan, il y a eu tout un tas d'histoires. Hein. Bon, ça reste toujours un mystère. Mais donc, c'est quelque chose qui a toujours été. Il y a aussi, par exemple, vous disiez tout à l'heure, les gens de là-bas vous traitaient de Wolfman. Enfin, vous appelez Wolfman, je me suis mal exprimé. Il y a aussi, chez l'homme primitif, il y a aussi le loup était quelque chose, un animal extrêmement malin, assez Rusé, prestigieux, qui était difficile, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, de voir, de repérer, d'abattre. Et donc, c'est toute une légende qui s'est développée. Et puis, on a relié ça avec la Lune pour faire le loup-garou. Et donc, le loup-garou existe depuis très longtemps. On dit même que c'est une maladie, la lycanthropie. Il y en a qui disent que c'est une maladie. Il y a des gens qui deviennent loup-garou comme ça par maladie. Ça veut dire que doit c'est être une un maladie virus, je sais pas. psychologique où on se prend réellement pour un loup-garou et on a Ouais, vraiment c'est- l'impression qu'on a des poils qui poussent les jours de pleine lune. Peut-être, ouais. Alors peut-être que vous allez l'attraper là maintenant. Bah, je crois que je sais pas si ta perruque est Écoutez, en même contagieuse, temps, je mais- pense que je vais aller voir ma dermato ce soir après l'émission, puis je vous tiens au courant. Bon, c'est pas la seule chose qu'évidemment la Lune a inspiré. Alors, la lycanthropie, il y a plein d'autres légendes, que ce soit les accouchements qui seraient plus nombreux au soir de pleine Lune. Apparemment, ça s'était prouvé que non. Voilà, que ça. Les ongles, Que les griffes, quoi, en fait. Il y a énormément de dictons qui sont en rapport avec la Lune et qui sont pour la plupart infondés. Bon, il y a notamment l'histoire de la lune rousse en une minute. Vous savez, on dit que la lune du printemps roussit les jeunes plantes, le rayonnement de la lune, et c'est pour ça qu'il y a des gelées qu'il faut se méfier après Pâques. Eh bien, en réalité, c'est pas la lune qui roussit, c'est parce que quand vous voyez la lune dans le ciel, c'est que le ciel est clair. Voilà. Et si le ciel est clair au printemps, il fait froid la nuit. Et s'il fait froid la nuit, du bon sens, bourgeons quoi. gèlent. Ouais, Voilà. ouais. La Quand Lune j'étais n'est que le lycéen, témoin, on disait- la Lune n'est que le témoin, elle n'est Voilà. pas l'acteur du phénomène. Voilà. Quand Pour en revenir au capitaine Haddock, si vous avez une transition, on peut dire que c'était non seulement un poivreau, mais aussi un vieux loup de mer. Et un lunatique. Et un lunatique. Et un lunatique, évidemment. Bon, alors, sur les influences de la Lune, il y a quand même quelque chose qui est véridique, c'est l'influence sur les plantes. Ça, on peut l'affirmer. Il y a quand même des vibrations de la Lune. Alors, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais il y a un petit livre ici qui s'appelle Mon jardin avec la Lune. Donc, si vous avez un potager et que vous avez envie de savoir quand cultiver vos betteraves, vos radis ou vos rutabagas en fonction des cycles lunaires, il y a des explications. C'est assez rigolo, c'est bien fait. Et c'est paru chez Deboré. Voilà, donc Mon jardin avec Pour la Lune. cultiver même les soirs de pleine lune, quoi. Voilà. Voilà, et c'est le calendrier lunaire sur 7 ans. Voilà. Donc sur cette année, vous aurez de quoi faire un potager à la Lune. Et on peut, Voilà, on peut pourquoi savoir ce qu'ils expliquent là, parce que je suis pas bien convaincu. Eh ben, on va vous offrir le bouquin, je pense. Ah. Voilà. Hein, c'est pas mal, ça. C'est à ça que je voulais en venir. Voilà, donc c'est quoi, tenez. Voilà. C'est un cadeau Personne pour, ne veut ma pour perruque, Alain. hein. Ça, j'ai Voilà. pas encore eu de demande à ce Merci sujet-là, je beaucoup. vous remercie. Et alors sinon, eh bien écoutez, il y a également, c'est un jeu, on va être très clair, ce sont même 2 jeux en un, inventés par ou repris par Philippe Despalières et Hervé Marly. Voilà, c'est le jeu des loups-garous de tierce lieu, mondialement connu.
on fait quand même une petite aparté. Ce sont des loups-garous, c'est de la fiction, c'est de la SF, c'est des loups méchants, c'est pas les loups gentils qu'on peut voir dans la vraie nature en 2006. Voilà, ça c'est fait. Le pitch, c'est quoi? Eh bien écoutez, c'est que c'est le retour des loups-garous. C'est un jeu de rôle. Et alors, on est dans un village, c'est le village de Tiercelieu qui a été dévasté par les loups-garous. À savoir que ce sont des féroces créatures qui vont hanter le hameau et qui vont mordre les villageois la nuit. Donc ils se barricadent, ils ont peur, ils se retranchent dans leur chaumière. Et heureusement, une résistance s'organise. Vous l'aurez compris, c'est un jeu de rôle. Donc, on peut le jouer chez soi, en pleine nature. Il y a une équipe, ce sont les villageois, qui vont se battre contre les forces du mal, parce qu'on considère que le loup-garou, c'est le diable. Voilà. Et il y a d'autre côté les loups-garous qui, eux, ont envie de croquer un peu de l'humain. Voilà, c'est très drôle. L'extension du jeu Les Loups-garous, c'est Nouvelle Lune, justement, comme quoi il y a toujours une corrélation, même dans l'univers du jeu. Essayez, vous aurez toutes les infos sur notre site internet, où vous nous écrivez à toutva-bien@direct8.net. Voilà. Ça, on va regarder, on peut peut-être l'offrir à Mickaël. Je ne sais pas si, en tout cas, en prévision de ce voyage en 2008, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il reste quoi, 2 ans avant de repartir au Canada. Comme en parallèle, je continue à faire des conférences, ils sont vraiment importants. Puis là, je viens de finir le projet écrit qui permet de chercher des sponsors, à financer. Parce que j'ai essayé de repartir avec un petit peu plus de matériel. Parce que tout mon matériel photo n'a pas résisté à l'hiver. J'avais le même d'ailleurs, mais il n'a pas aimé le moins 40. Donc, moins 40 quand même, hein, donc vous n'avez pas quitté le bonnet, j'imagine. Non, mais le bonnet, j'ai appris à le mettre là-bas, mais j'ai appris à le garder. C'est un bon souvenir qu'on garde. J'imagine. Donc en 2000, vous repartez. D'ici là, si vous voulez vous renseigner ou pourquoi pas participer au projet de Mickaël, il y a un site internet www.peupleloup.info. Voilà, donc là, il y a un petit carnet de bord. On peut relire un peu vos aventures d'il y a 2 ans, là, d'il y a 3 ans maintenant, je ne sais plus. Visiter Radisson. À partir de 2003. Voilà. J'ai juste un autre site internet qui est très intéressant, c'est pas le mien, mais pour ceux qui veulent connaître un petit peu le loup, ce qui se passe, j'ai une seule adresse à offrir, c'est loup.org. C'est facile à retenir, c'est marqué sur mon bonnet. loup.org. C'est vraiment le site de référence qui va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur les actualités. Il y a des dossiers très bien faits, il y a tout plein de liens. Donc, si j'ai qu'une seule adresse à donner, c'est celui-là. Eh bien, alors, c'est sur ce site que se retrouvent les loups. Peut-être pas les loups, mais en tout cas les passionnés de loups. Mais par contre, si vous, les vous avez... les marlous, il y a tout ça aussi. C'est une grande famille. En tout cas, si vous aussi vous avez envie d'aller de pénétrer un peu le monde mystérieux des loups, de les voir en vrai. C'est vrai que soit on part comme ça pendant plusieurs mois, plusieurs années comme Mickaël, c'est un petit peu dur, il fait un petit peu froid et tout le monde n'a pas forcément assez de passion pour faire un truc pareil. On peut voir des loups dans la nature, hein, pas dans un zoo, au centre Alpha Loup dans le parc du Mercantour. On a vu leurs images, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Voilà, ça se passe à quelques kilomètres de Saint-Martin-du-Vésubie et avec les raquettes aux pieds, les chaussures de marche et le bonnet aussi, parce qu'on s'aventure sur des pistes enneigées jusqu'à les hauteurs du Mercantour. Alors pour apercevoir, il ne faut pas faire de bruit, mais il y a une dizaine de loups qui se baladent avec des tout petits. On a vu, je crois, les petits louveteaux pendant le sujet. Voilà, ils ne sont pas aussi sauvages que du côté du Grand Nord canadien, mais ils ne sont pas moins impressionnants. Voilà. Puis c'est intéressant, parce que le Mercantour, c'est l'endroit où le loup est revenu officiellement en 92. Donc c'est un bon rapport. C'est un coin qui est normalement pas très loup. Voilà, donc là-bas, il y a beaucoup d'informations. Il y a un musée du loup super complet pour comprendre un petit peu les tenants et aboutissants de cette polémique toujours d'actu. Donc, on les remercie, le centre Alpha Loup. Et le site, c'est alpha-loup.com. Ou alors sur le site de l'émission, rubrique Tout va bien. Il nous reste quelques petites minutes avant la fin de l'émission. Alors, on va représenter les ouvrages de nos invités. Je commence. Vas-y alors. Je commence avec le Larousse du ciel, mesdames et messieurs. Il fait 4,5 kg. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il est assez lourd. Il est magnifique. Il se porte bien. Dirigé par Philippe de la Cotardière aux éditions Larousse. Vous imaginez, on avait sur le plateau un gars qui a réussi à masteriser une centaine d'astronomes. C'est énorme, c'est Ils sont énorme. très gentils. Ils sont très gentils, c'est vrai, vous êtes sûr? Ils ne se sont pas comportés comme des loups dans l'image traditionnelle. Voilà. Bon, alors est-ce que... C'est pas des moutons quand même. De pas dire. Non, ils avaient tous leur personnalité. Ils ne faisaient pas tous la même chose. Bon, et alors comment est-ce qu'on explique en 2 mots cette passion pour ce qui se passe Très loin. au-dessus de nos têtes, assez loin, 356 000 km et quelques? Une enfance à la campagne, donc on regarde le ciel,
on fait attention au ciel et on voit qu'il y a des choses qui sont passionnantes dans le ciel. C'est ce qu'on peut recommander à tous les gens qui nous regardent, lever un peu plus le nez. Regardez le ciel. Mais évidemment, sortez des villes. Ça peut aider. Sauf ce soir. Ce soir, regardez la Lune. Il y a une éclipse de Lune ce soir. Alors, elle va se lever à partir de 20h30. Il faut regarder plein Est. Je vois que le temps commence à se dégager sur Paris. Plein Est, vous verrez la pleine Lune qui se lève, sauf que la Lune ne paraîtra pas pleine. Il y a un petit bout en moins parce que l'éclipse aura déjà commencé au moment où la Lune se lève. Et elle se terminera à peu près 1 heure plus tard, aux environs de 21h30. On peut la voir à l'œil nu avec de simples jumelles. C'est très joli et n'hésitez pas à... Et on peut en plus se documenter avant ou après avec votre ouvrage qui est magnifique, qui explique tous les cycles de la Lune. Il y a beaucoup d'anecdotes et surtout des photos absolument hallucinantes. Le Voilà. grand atlas de la Lune chez Larousse. On apprend aussi, on n'a pas dit que sur la pleine Lune, on peut voir un dessin de lapin ou de Pierrot, voilà comme moi, ce que je ne savais pas, en levant un peu le nez au ciel. Et on remercie les éditions Moulinsart pour cet ouvrage Tintin, le rêve et la réalité. Donc pour un petit hommage à Hergé, 2007 sera son année, et tous les tintinophiles qui ont rêvé de prendre cette fusée pour partir justement faire un petit coucou à la Lune, dans la Lune, voilà. On a fait le tour, on n'a rien oublié. Et Mickaël, qu'on va remercier. Bonne route. On vous laisse repartir prêcher la bonne parole auprès des enfants et des plus grands, voilà, pour un peu mieux comprendre Et ce puis je jour. voulais juste reprendre, c'est bien, il faut regarder le ciel aussi, mais il n'y a pas que le ciel à regarder, il y a plein de choses aussi sur Terre. Allez de faire un petit tour dans les forêts, faire un petit tour un petit peu partout, il y a plein La d'espèces qui nature, sont quoi. intéressantes. La Mais nature est la intéressante. nature est globale et le ciel et la nature en général. Vous savez quoi, on va tous observer tout ça et je propose qu'on se retrouve Alors, je vais quand même aussi bientôt. rappeler le site de Mickaël, peuplelou.info, je vais y arriver. Voilà. Et puis Alain Pellosato qui est venu de loin en plus pour nous raconter un peu l'histoire de la loups-garous. science-fiction, les loups-garous, la Lune. Voilà. On se retrouve demain en 17h. direct à 17h sans loup-garou. Non, Cette sans fois, rien, on va rigoler. Ça, voilà, je il y vous aura le dis. toujours des dents, mais ce sera les dents du sourire, du rire. On recevra plein de gens qui ont l'humour dans la poche. Et Tout va on se- bien, on rigole. C'est pas très bonne soirée. À demain. Wow, wow, wow.